Depuis toujours, Plainpalais a été associé aux grands événements dont la cité a été le théâtre par sa plaine historique. Témoin du passage de Charlemagne et de Bonaparte, lieu de concentration des troupes du duc de Savoie au temps de l'escalade, il a joué un rôle capital à l'époque de la Révolution française. C'était la tête de pont de Carouge. Et c'est par Carouge que s'est passée la Révolution qui a mis fin dans Genève à l'Ancien Régime. La plaine, joyau de la commune, où dès les temps anciens se refléta l'aspect de la vie nationale de la petite République, comme les revues militaires, les cortèges et les spectacles de baladins, et comme hélas les tragiques parades d'exécution près des bastions, la plaine, champ de manœuvre des troupes de Berne, de Zurich, de Fribourg de Soleure, qui ont accouru au secours de Genève, la plaine qui a vu les Savoyards d'Albigny attendre anxieux le résultat de l'escalade, ou la plaine encore qui a entendu le pas cadencé des bottes des régiments de la garnison française. C'est là aussi dans son périmètre que Jean-Jacques Rousseau entendit de la bouche de son père, tout frémissant de joie patriotique, la parole qui eut une influence indélébile sur celui qui considéra toujours le titre de citoyen de Genève comme un titre de noblesse. Jean-Jacques, aime ton pays. La plaine, il faut le savoir, est une conquête de la ville sur l'Arve. En l'an 1000, cette rivière baignait les pieds des remparts et noyait toute la région de ses méandres. Au XVe siècle, la plaine était beaucoup plus vaste qu'aujourd'hui. Elle s'étendait jusqu'à la rue de Carouge et touchait aux remparts, inondant tout à la ronde. Plainpalais tire son nom de Plana Palus, grande plaine marécageuse. En effet, vers cette époque, l'Arve enserrait de ses multiples bras tout l'espace compris entre le bois de la Bâtie et la ville, formant dans son cours instable de nombreux marais. Au cours des ans, les digues et les nombreux et incessants travaux repoussèrent la rivière dans son lit respectif. C'est à peu près en 1662 que la plaine s'est réduite à ses limites actuelles. En 1637, le gouvernement autorisa le duc de Rohan à faire installer le jeu de mailles le long de la plaine. En même temps fut plantée l'allée d'ormeaux dont quelques-uns subsistent encore. Le jeu eut d'emblée un immense succès. On se servait d'un maillet à manches flexibles avec lequel on poussait une boule en cherchant à toucher des buts fixés en terre. Le jeu, inondé par l'Arve en 1651, fut supprimé l'année suivante à la suite de plusieurs graves accidents dont il avait été la cause. Sur terre ferme, la commune de Plainpalais s'est formée de l'ancien faubourg de Palais, dont il tire son nom, et de parties de faubourg de la Coraterie, dont le nom primitif était Faubourg de Palais, de Saint-Léger, de Saint-Victor, ainsi que d'un territoire de la rive gauche de l'Arve acheté en 1445 à la famille Ternier et du fief de la Bâtie-Mélier acquis en 1756. Plusieurs rues partaient de cette ancienne rue de la Coraterie qui menait directement au fameux couvent des Dominicains, une autre conduisant à l'hôpital des Pestiférés. Le couvent des Dominicains se trouvait au pied des murs, à peu près à l'emplacement actuel du musée Rath et du Grand Théâtre. Il fut bâti en 1263, puis brûlé par le comte de Genève et le baron de Faucigny. Mais l'opiniâtreté des frères prêcheurs eut raison de l'adversité, et leur couvent devint rapidement, avec ses 20 chapelles et ses reliques, le plus vaste de la ville et la résidence de prédilection des comtes de Savoie et de la noblesse savoyarde qui s'honorait de contribuer à la prospérité du couvent dont l'évêque Adhémar Fabry fut un des prieurs. Mais tout change, les mœurs et les moines aussi. Il est raconté qu'ils aimaient fort les femmes et la bonne chère. N'a-t-on pas dit encore qu'ils allaient repêcher à la coulouvronnière les épouses adultères qu'une loi inexorable précipitait au Rhône cousu dans un sac ?
À l'extrémité de la coraterie, l'évêque Jean-Louis de Savoie avait posé solennellement le 9 avril 1482 la première pierre de l'hôpital pour les pestiférés. Et dès ce moment, le terrain environnant servit pour l'inhumation des pestiférés. Le tout fut rasé en l'an 1776. En 1536, les cimetières des paroisses ayant été supprimés, Plainpalais devint le cimetière général. En 1633, on l'enseignit d'un mur, le long duquel on construisit 7 petites maisons, ou capites, édifiées pour servir de lazaret par les corporations de métiers qui ont subsisté jusqu'à une époque très récente. Le couvent de Notre-Dame-des-Grâces, situé à l'extrémité de la rue Prévost-Martin, à peu près à la hauteur de la rue Barthélemy-Maine, datait de 1487. Il avait été bâti sur l'emplacement d'un ancien ermitage datant de 1461. De tragiques événements s'y déroulèrent. Des amis de Pécola, arrêtés par le duc de Savoie, furent exécutés et cloués au noyer proche de l'église. L'année suivante, ce fut la tête de Philibert Berthelier qui se trouva fixée à un noyer au regard des fidèles. En 1524, Lévrier, l'ardent défenseur des libertés genevoises, est enlevé à sa sortie de l'église de Saint-Pierre et livré au duc Charles III devant le parvis de Notre-Dame-des-Grâces, puis exécuté sur son ordre. L'église était riche, mais les mœurs relâchées des moines étaient un sujet d'inquiétude pour le conseil. En 1526, la tour du couvent fut transformée en tour de défense pour surveiller le pays au-delà de l'Arve. Au XVe siècle, le pont d'Arve se trouvait dans ce qui est devenu le prolongement de la rue du Cheval Blanc. En 1383, il fut démoli et remplacé par un bac. Il fut rétabli 25 ans plus tard. À côté du pont se trouvait le village de Pont d'Arve, enlevé par les eaux dans un déplacement de son cours. 3 routes en partaient. L'une le long du fleuve menait à la bâtille, la seconde conduisant à la Maladière de Carouge, existe encore aujourd'hui dans Carouge même, de la place d'Armes au Rondeau. En ce temps-là, les démêlés furent nombreux entre les seigneurs de la bâtille et les dominicains de Palais, dont les digues, destinées à préserver le couvent des fréquentes inondations de l'Arve, rejetaient la rivière vers l'autre rive, causant de gros dégâts aux propriétés riveraines. Le château de la bâtille, dont le seigneur faisait campagne dans les rangs de chevaliers de la Cuillée, tomba sous le coup des Bernois en 1536. À la queue d'Arve, dépendant du château, se trouvait un village qui fut rasé en 1754, à la suite des engagements pris au traité de Turin. Pour terminer cette esquisse de Plainpalais au Moyen-Âge, il nous reste à dire quelques mots du quartier actuel des Tranchées et celui de Champel, qui portait autrefois le nom de Tade de Saint-Paul, qui dépendaient tous deux du faubourg de Saint-Victor, sauf le village de Champel qui se trouvait à peu près au bout du monde. Quelques rares habitations seulement dans cette région sauvage où se trouvaient les fourches patibulaires de Champel et l'église de Saint-Paul qui devait se trouver le long de l'avenue actuelle de Champel, selon un écrit de 1348. L'origine du nom du hameau de Champel remonte au XVe siècle. Il viendrait du bas latin campellum, qui veut dire petit champ. La famille Quay aurait été la principale propriétaire de ce hameau. En 1759, sous le commandement du général Jean-Marie de Frimont, l'armée autrichienne envahit et campe sur le plateau de Champel avec 10 000 hommes qui s'y installèrent avec leur artillerie pour répondre aux tirs des canons ennemis situés sur les contreforts de Saint-Jean et du bois de la Bâtie. Vers 1870, on venait de découvrir des bienfaits de l'eau de l'Arve. Le village de Champel devint pour quelque temps une station thermale. L'hôtel Beau Séjour et son établissement hydrothérapique situé au bord de l'Arve attirent alors une nombreuse et riche clientèle. Guy de Maupassant, Édouard Rode, Saint-Saëns et tant d'autres furent les hôtes de cet établissement réputé. Aujourd'hui, à l'ancienne du Relais de Champel, subsiste un agréable restaurant, la seule survivance presque intacte de Champel-les-Bains.
Au cours de l'été 1940, une erreur de bombardement de l'aviation alliée, dont Champel et la Roseraie firent les frais, endommagea quelque peu l'hôtel Beau Séjour. On notait qu'en mars 1836 habitait un hôte de marque dans une vaste demeure à l'angle de la rue de l'Athénée et de la Croix-Rouge, dans la personne de Sa Majesté la Reine Hortense, mère de Napoléon III. Et on prétend qu'à l'ombre de la tour de Champel, Voltaire rédigea ses nombreuses notes à l'appui de la révision du procès du malheureux Jean Calas, victime d'une erreur judiciaire qui fut exécutée malgré sa demande en grâce rejetée par Louis XV. Cet événement déclencha de folles passions au cours de 1765, agitant toute la France et notre République. En ce temps-là, la guerre grondait autour de Genève, attissée par le duc de Savoie et l'évêque Pierre de la Baume. Vers 1528, on creusait de vastes tranchées entre Notre-Dame-des-Grâces jusqu'au pont d'Arves, qu'on munit d'un pont-levis. En 1529, les attaques se multipliaient. L'ennemi faillit arriver jusqu'aux remparts. Dans la fameuse journée des échelles, Saint-Léger fut mis à sac. Les Genevois étaient alors hors d'état de défendre efficacement leur faubourg qui servait de base aux attaques ennemies contre la ville. En 1534, le Conseil prit une résolution héroïque en décidant la démolition de faubourgs. Tout fut achevé en 1543, soit 9 ans plus tard. Les faubourgs du Temple, de Saint-Victor, de Saint-Léger, de Palais et de la Coraterie tombèrent successivement sous la pioche des démolisseurs. Les pierres provenant des démolitions devaient être utilisées pour élever les nouveaux remparts, qui aujourd'hui encore sont visibles au bastion. Des édifices qui faisaient l'orgueil du pays disparaissaient l'un après l'autre à cette époque. L'église de Saint-Victor, cathédrale de Genève avant Saint-Pierre, est abattue en 1534. L'année suivante, c'est le tour du couvent des Dominicains de Palais. Les cloches sont fondues pour l'artillerie, l'horloge transférée à la tête de pont de Carouge. Tout part à l'encan. On raconte que les Augustins de Notre-Dame-des-Grâces, pour arriver à conjurer le sort, avaient imaginé des miracles, déclarant pouvoir ressusciter les enfants morts. L'imposture est vite démontrée et l'indignation populaire gronde et brise tout dans l'église. Le faubourg de la Coraterie tombe le dernier. Ses habitations étaient nombreuses et fort belles. Devant le refus des habitants, le conseil hésita longtemps. Il fut un moment question d'une extension des fortifications, de façon à comprendre dans la ville cette partie du faubourg. Mais en 1543, on y renonça finalement et les maisons furent abattues par ordre de l'autorité. De telles transformations ne pouvaient s'achever sans résistance et tout ne se passa pas calmement. Beaucoup d'habitants, dépossédés, quittèrent fort nombreux la ville pour rejoindre et défendre leur foi catholique dans le château de Penay que possédait l'évêque Besançon du Mur. Enfin tout fut accompli. D'une région peuplée, les nécessités stratégiques avaient fait un désert. Les arbres étaient tombés sous la hache pour dégager les champs de tir des défenseurs de la cité. Les vastes édifices, les maisons confortables avaient fait place à des ruines. Seuls encore hantaient ces lieux désolés quelques bandits de grand chemin qui troublaient dans leurs randonnées vagabondes leurs nouveaux hôtes, les renards et les hiboux. Un seul édifice avait échappé à la destruction des faubourgs, le gibet de Champel, à peu près sur l'emplacement actuel de la clinique de la Colline. En 1527, les piliers du gibet furent faits de pierres provenant de l'église de Saint-Jean de Hors-les-Murs et de pierres des autels de la Madeleine et de Saint-Gervais servirent de billots aux très nombreuses exécutions par le glaive. En 1578, le procureur fiscal remplaça le châtelain de Gaillard, jusqu'alors chargé de l'exécution des sentences. Le spectacle était fort prisé de la population, si bien qu'en 1558,
La seigneurie dut racheter un autre champ pour agrandir la place des exécutions. L'histoire du gibet de Champel fait partie du chapitre de l'histoire politique et religieuse de Genève. Les discussions théologiques entre Calvin et Michel Servet eurent leur aboutissement au bûcher de Champel en 1553. Le citoyen Lataille fut exécuté en 1629 pour écrit diffamatoire accusant le gouvernement de trahison. 3 ans plus tard encore, un juif, Nicolas Antoine, pasteur à Divonne, est brûlé vif pour abjuration et lèse-majesté divine. On brûla sur le bûcher en 1622 à 1551 également beaucoup de sorcières pour commerce avec le diable. Puis le gibet cessa de fonctionner et fut transféré à l'extrémité de la plaine sur l'emplacement actuel de la place du cirque, où l'on pendit le citoyen Lemaître et où Pierre Facio fut arquebusé dans la cour de la prison de l'évêché. En 1536, adoption de la Réforme par le peuple de Genève. La petite cité entre d'un seul bond dans l'histoire de la pensée humaine à la voix de Farel, de Froment, de Viret et de Calvin. Les franchises de la cité accordées par Adhémar Fabry étaient transgressées chaque jour. Les citoyens inquiets protestaient. Sur l'ordre du bâtard René de Savoie, la tête de Philibert Berthollet venait de tomber en Lille. Puis on exécuta Lévrier. C'est la guerre partout, jusqu'aux portes de la cité. La crosse épiscopale est devenue un poignard levé contre Genève. Ainsi, on n'a pas de peine à comprendre que les nouvelles doctrines destructives d'une autorité tyrannique aient été reçues avec faveur par la plus grande partie des citoyens. Les Genevois de l'époque trouvaient dans la Réforme un moyen d'émancipation. Ce n'est que bien plus tard qu'ils en comprirent toute la portée. Jusqu'à la fin du XVIe siècle, Genève tient ainsi sa Bible dans une main et son épée dans l'autre. La vie au XVIe siècle était rude pour ses habitants. En 1548, on confisque la maison que possédait à la Queue d'Arve le capitaine de la République, Ami Perrin, qui se refusait à exécuter les travaux d'endiguement de l'Arve prescrits par l'autorité. Il faudra attendre le XVIIe siècle pour voir l'œuvre achevée et la paix revenir. Aussi assistons-nous à un développement considérable de la ville et de ses environs. La population augmente rapidement et déborde dans les faubourgs. Les grands domaines ne sont pas rares. Guillaume Franconi, l'homme le plus riche de Genève, possède entre la Plaine et l'Arve, près de l'actuel pont d'Arve, un terrain de 13 700 toises, sur lesquelles un vaste bois borde la rivière, à l'emplacement actuel du quai de l'école de médecine. Le développement des relations commerciales a fait de Plainpalais le vestibule de Genève. Le tir de l'arquebus s'est vu transféré en 1514 à l'emplacement actuel du cimetière, sur un terrain appartenant à Philibert Berthollet, qui possédait tout près de là une maison de campagne. Ce fut un élément important de la vie publique du temps, et il servit grandement à la renaissance des faubourgs de Plainpalais. Les tirs devinrent vite une institution nationale, mais ils étaient mal vus du consistoire. On se plaint que les tireurs désertent le prêche pour le tir. La taverne qui s'est installée à la Coulouvronnière est un lieu de scandale. On y joue aux quilles et même aux cartes. Le premier roi de l'arquebus fut Georges Marchand en 1538. Le roi était un personnage considérable. Un important déploiement de troupes lui faisait escorte le jour du tir. Il y avait sur la plaine en son honneur des manœuvres auxquelles assistait toute la population. Le gouvernement essaya de réagir contre le faste qu'on y déployait à cette occasion, mais en vain. L'habitude fut plus forte que toutes les ordonnances, l'ordre ne fut pas écouté. Il faut rappeler que le titre de roi ne conférait pas qu'une distinction honorifique. Outre un tribut annuel de 30 livres, le roi était mis au bénéfice d'un privilège considérable, soit l'exemption des impôts et des frais d'acte de vente des propriétés qu'il acquérait durant sa royauté. Il y eut alors de graves abus qui obligèrent le Conseil à restreindre les droits du roi.
Les troupes politiques en 1782 ayant amené l'occupation de Genève par les troupes réunies de France, de Sardaigne et de Berne, le titre de l'arquebuse fut supprimé. En 1798, l'hôtel fut vendu, puis finalement il put être reconstitué en 1802. Les nécessités militaires forcèrent la seigneurie à bâtir en 1597 un moulin à poudre à la Coulevronnière. Juste à côté, les frères Muty installèrent une fabrique d'armes qui rendit de grands services à la République. Samuel Bernard, grand-père de Rousseau, possédait à la rue de Carouge, à peu près sur l'emplacement du numéro 31, un jardin dont Jean-Jacques Rousseau a conservé le souvenir en rappelant les jeux de son enfance. Au Savoie s'étendait le domaine du professeur Pierre Mussard, le négociateur du premier traité de Turin. Le célèbre Micheli Ducret était propriétaire à la Coulevronnière. Il fut l'instigateur d'un ingénieux plan d'extension des fortifications qui eut d'un seul coup fait de Genève une place forte du premier ordre. Le plan fut jugé trop grandiose et les vues de Micheli Ducret, qui dévançait son temps, restèrent sans suite. On sait que les cercles ont joué un rôle important dans la vie publique du XVIIIe siècle. L'absence de café et le besoin de causer le soir entre amis avaient amené la création de nombreux cercles. Pas un Genevois qui n'eut le sien jusqu'au jour où l'édit de pacification de 1782 supprimera les cercles et autorisera en compensation l'ouverture des cafés publics. Mais les cercles étaient mal vus par l'administration. Une enquête serrée fut ouverte à ce sujet, tentant de prouver que la politique joue un rôle capital dans leur activité. En date du 1er mars 1811, le cercle des Vieux Grenadiers compte une trentaine de membres. Nous sommes loin des chiffres d'aujourd'hui, puis peu à peu ils disparaissent les uns après les autres. Seuls subsistent les Vieux Grenadiers et quelques autres cercles moins importants. En 1789, l'édit noir qui a restauré l'oligarchie est aboli et la révolution progresse. 3 ans plus tard, les troupes débarquent à Carouge. Le gouvernement genevois demande du renfort et fait appel au canton suisse. Fort de 3500 hommes et de grosse artillerie, le général Montesquieu organise le blocus du territoire genevois. Ce fut la première alerte. L'horizon se couvrait de nuages. Les fanatiques parlaient de se défaire des aristocrates. On plantait des arbres de liberté sur la plaine. La vague française déferlait. Les éléments extrémistes s'agitaient, encouragés en sous-main par le résident de France, Soulaville, qui déjà cherchait à préparer l'annexion avec ses acolytes, l'avocat Grenu et Germain Pradier, qui devaient bientôt finir tragiquement massacrés au cours d'une émeute. L'année 1794, c'est l'année des tempêtes des rancunes. À plein palais comme ailleurs, l'explosion d'un baril de poudre avait détruit la maison Bousquet au Pont d'Arves. Les révolutionnaires de plein palais réclamèrent le rétablissement d'une fontaine à la Porte-Neuve pour parer à ces incendies. Le 19 juillet, l'orage qui menaçait éclate brusquement. L'émeute se déchaîne sous l'œil consterné du gouvernement. On pille les arsenaux. Les sans-culottes de plein palais, au premier rang, sont les maîtres de la ville. Dans les 18 jours de son existence, ce tribunal prononcera 508 sentences, 37 de mort, dont 26 par défaut, qui donnèrent une triste notoriété au monticule des bastions, nommé la montagne de plomb, choisi comme lieu d'exécution. Il y eut 98 condamnations à l'exil, 264 à la prison, 17 à la réclusion, 71 destitutions et seulement 17 acquittements. Mais tout n'était pas fini. Au mois d'août, un nouveau tribunal prononçait encore 234 condamnations diverses, envoyant plusieurs montagnards à la mort. C'est désormais le calme après l'orage et le gouvernement reprend ses pouvoirs constitutionnels qu'il avait abdiqués. Sa tranquillité intérieure rétablie, on songe à la sûreté extérieure. On construisit alors un corps de garde à la tête du Pont d'Arves. Pourtant, suivant la saison,
L'Arve à cet endroit est facile à passer à gué. Dans la nuit du 3 au 4 août, une bande de 300 hommes s'empara de la douane de Carouge et prit possession des marchandises considérables qu'elle contenait. L'affaire fit grand bruit. Des Français traqués dans leur pays pour motifs politiques, plusieurs avaient trouvé un refuge passager à Genève. Carnot s'était toujours montré favorable à Genève et au respect des cantons suisses. Aussi trouva-t-il aisément accueil. Traqué par le gouvernement français, il fut longuement recherché à travers la ville jusqu'à Carouge. Le futur ministre de la Guerre, trouvant refuge chez des sympathisantes blanchisseuses, les citoyennes raffinesques et Cavucin, avaient pu s'enfuir avant l'arrivée de la police. À la fin de l'année, le 24 décembre, eut lieu la fusillade du pont d'Arve. Des contrebandiers français avaient réussi à introduire du blé et des tissus sur le territoire du bois de la Bâtie. Les marchandises étaient sur des chars lorsque 80 Français s'avancèrent et ouvrirent le feu sur le sergent et les 6 hommes de la garde. Ils ripostèrent, mais devant le nombre durent se retirer et hissèrent en hâte le pont-levis. La contrebande était alors le grand fléau de l'époque. Quelque temps plus tard, les syndics de la ville furent avertis d'un étrange manège des troupes françaises stationnées dans les environs. On sut bientôt qu'elles s'étaient emparées du pont d'Arve, qu'elles entraient par toutes les portes, et on les vit se distribuer dans les différents quartiers de la ville, l'artillerie, la cavalerie et l'infanterie, où elles prirent poste. On braqua le canon dans les avenues et on s'empara de l'hôtel de ville. Quand le résultat de la délibération des votes fut connu, on fit retirer les hussards et poser les armes à l'infanterie. C'est dans ces conditions, vraie parodie d'une décision libre, que fut votée par la commission extraordinaire la proposition de réunion de Genève à la France. Le traité fut signé le 26 avril. Ainsi finit l'ancienne République de Genève. Avec l'occupation française, le Directoire était le maître, mais on ne savait encore au juste ce qu'on ferait de Genève. L'incorporerait-on à la France en le réunissant à un département voisin? En ferait-on un nouveau département? Ou, comme on en eut un moment l'idée, en ferait-on un chef-lieu d'une république formée avec elle de la Savoie et du pays de Gex? Le résident fut chargé d'organiser sa conquête et son organisation, qui subsista jusqu'à la formation du département du Léman le 22 septembre 1798. Les communes sont, il faut le rappeler, une création française. Si l'administration de la ville se confondait avec celle de l'État, la campagne était gouvernée par des châtelains et des seigneurs, les habitants étaient qualifiés de sujets et n'avaient aucun droit politique. Au XVIIIe siècle, différentes mesures furent prises pour apaiser les revendications des paysans qui commençaient à s'agiter. Les mesures furent peu à peu allégées et les juges de paix remplaçaient les châtelains et les seigneurs. La loi du 28 Pluviose en 8, c'est-à-dire le 17 février 1800, supprima cette organisation qui fut remplacée dans chaque commune par un maire et un adjoint assisté d'un conseil municipal, tous nommés par le préfet. Pour la commune de Plainpalais, le citoyen Frédéric Samuel Adéo Fazy fut le premier maire de Plainpalais. Mais le personnage le plus marquant était sans contredit Butin, un Genevois qui lutta jusqu'à la dernière minute pour chercher à déjouer à Paris les intrigues de Desportes et éviter l'annexion de Genève à la France. Ses démarches ayant été infructueuses, il chercha à tirer de la situation le meilleur parti de sa patrie. Ce fut l'un des créateurs de la société économique qui, réservant aux anciens Genevois et à leurs administrations propres les biens de l'ancienne République, réussit à conserver dans les grands nivellements l'autonomie locale de Genève. Avec un budget annuel de 666 francs, l'organisation de l'administration communale fut très rudimentaire.
l'entretien du garde-chasse se montait à 8 louis par an et celle du secrétaire à 133 francs. En 1813, Dunant fut nommé maire de Plainpalais après qu'il eut donné sa démission lors de l'arrivée des Autrichiens à Genève. Telle fut, dans les grandes lignes, l'organisation municipale durant l'occupation étrangère. L'organisation du nouveau régime à la place de ce qui avait été la République de Genève s'opérait progressivement. La création, sous les arbres du Mail, d'une magnifique fête patriotique suivit. Mais les mécontents n'avaient pas désarmé. Un cortège se forma qui alla pour protester, placer le buste de Rousseau sur l'autel de la patrie en bousculant toutes les décorations de la fête. La police, prévenue comme d'habitude, arriva trop tard et n'arrêta personne. Le 10 août, la place du Mail prit le nom de la place de la patrie et on y institua le port obligatoire de la cocarde révolutionnaire. Mais beaucoup la portaient si petite qu'elle se confondait avec le ruban du chapeau. Des pénalités furent prévues contre tous ceux qui ne porteraient pas la cocarde en évidence. On annonça en outre l'installation imminente de la guillotine au bout de la plaine. Toutes ces mesures finirent par calmer les partisans de l'Ancien Régime et la fête du 1er Vendémiaire fut encore plus grandiose que les autres. La Genève de la Réforme avait proscrit l'exercice de la religion catholique qui jusqu'en 1798 resta incompatible avec la qualité de citoyen genevois. Les chapelles n'étaient ouvertes qu'à un public fort restreint, il est vrai, et d'origine étrangère, mais par elles, le culte catholique reprenait pied dans la cité de Calvin. Lentement, la fin de l'occupation étrangère se profila. La campagne de Russie avait sonné le glas de la puissance napoléonienne. La bataille de Leipzig ouvrit aux Alliés le chemin de la France. La neutralité de la Suisse ne fut pas respectée le 20 décembre 1813. 160 000 Autrichiens marchent sur Genève, sans que les confédérés puissent s'y opposer. Le 28 décembre, les troupes du général Boubna sont devant Genève et vont cantonner le gros des troupes